tu vas voir. Ok, là c'est bon, parfait. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Street Science, émission du podcast Live Talk, épisode 2, en compagnie d'Ahmad. Ahmad, comment vas-tu? Ça va et toi, Jabir? Bah écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'une chose importante, mais avant, rappelons qu'on est sur l'émission du podcast Live Talk, qui découle de Live Trainer, qui est une entreprise spécialisée dans le street lifting. Et on vient de réorganiser toute notre équipe. On a maintenant plusieurs coachs, un nutritionniste, une préparatrice mentale, et donc je fais aussi partie de cette équipe en tant que kinésithérapeute. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi est-ce que les athlètes restent blessés à cause de la mobilité et j'ai même envie de commencer par une première question, Ahmad. On parle de mobilité et on explique pourquoi les streetlifters restent blessés, mais c'est quoi vraiment la mobilité? Eh bien, c'est une très bonne question parce qu'on a des fois du mal à la définir. Donc, la mobilité, tout simplement, ce n'est pas juste la souplesse. Donc, donc la mobilité, elle se base sur trois choses. La force. Et oui, quand on fait du street lifting, on fait de la force et donc de la mobilité. On gagne en mobilité si on fait bien les choses. La souplesse ainsi que le contrôle moteur. Voilà, c'est la base de la mobilité. Donc ça veut dire que quand j'ai envie de travailler ma mobilité, ou quand n'importe quel athlète a envie de travailler sa mobilité, il faut respecter ces trois principes. Et donc si je ne respecte pas l'un de ces trois principes, je ne travaille pas la mobilité du coup? Et oui, c'est l'équation de la mobilité. Ok, Force, plus souplesse, plus contrôle moteur. Donc, voilà. Donc c'est ça qui est important. Je pense que les personnes ne le savent pas et je vois beaucoup d'exercices justement sur les réseaux qui ne respectent pas ces principes-là et pensent que justement la mobilité, des fois, c'est des choses qui sont à part. Comme tu l'as très bien dit, en street lifting, on produit de la force sur une amplitude spécifique. Donc en fait, on fait de la mobilité. Ok. Évidemment, aujourd'hui, le titre, c'était ça, c'était pourquoi est-ce que vous restez blessé à cause de ça? Et c'était pour vous expliquer, justement, aujourd'hui, le mode de pensée qu'on a, c'est que, bon, on est blessé, donc il faut faire de la mobilité. Et nous, justement, on va détailler, on va aller dans le détail, justement, et c'est l'objet de cette émission-là, pour vous dire pourquoi c'est pas forcément le bon chemin. Ahmad nous a décrit ce que c'était la mobilité. Trois principes très, très importants. Le but là, et moi si je vais partir là-dessus, c'est je vais vous donner des exemples de pourquoi, dans certains cas, quand on fait de la mobilité, ça ne marche pas du tout. Alors, vraiment, zéro, zéro complet. On va avoir quand même des douleurs qui sont typiques, et je pense qu'Ahmad pourra me rejoindre là-dessus dans le street lifting. Alors, il faut savoir que dans les études scientifiques qu'on va donner, il y a très peu d'études, malheureusement, sur le street lifting. Ça reste un sport qui est encore jeune, peu étudié. Donc, ça sera plutôt autour du power ou de l'haltérophilie. Par exemple, je peux vous donner une première pathologie que Ahmad connaît bien, qui est la tendinopathie. Ok. Est-ce que déjà, toi, tu as pas mal d'athlètes qui ont eu justement des tendinopathies et des problèmes de mobilité associés? Est-ce que tu as vu justement, toi, de ton expérience, des choses par rapport à ça qui étaient forcément reliées ou pas? alors honnêtement, je trouve que de manière générale, que ça soit dans le coaching, mais chez tous les sportifs, des fois, dès qu'on a mal, on dit j'ai une tendinopathie, et du coup, tu sais plus qui a vraiment eu ce diagnostic et sur quoi se base. Donc, c'est à la fois une question pas évidente, parce que pour moi, il faut d'abord faire un diagnostic, il faut que ce soit le kiné qui va le dire, voilà, c'est vraiment un problème tendineux et une inflammation ou pas. Mhm, Et mhm. donc, ouais, après, je dirais que ça reste quand même un truc qui est assez fréquent. Je pense que tu l'as vu aussi de ta propre expérience. Mhm. Et c'est ce qu'on remarque aussi justement dans les études. Les tendinopathies, notamment tendinopathie rotulienne, tendinopathie au niveau du tendon d'Achille, et des épicondylalgies, qu'on appelle plutôt tennis elbow ou tendinopathie du coude, on va remarquer, et on a des études récentes qui montrent que travailler la mobilité articulaire n'aura qu'une faible influence sur la douleur ou sur la reprise de fonction, entre guillemets, la reprise de fonction, c'est la reprise au sport, etc. Donc ça va avoir quand même un rôle, mais qui est peut-être surcoté de notre point de vue. En tout Ouais. cas, là, l'étude, elle date de 2025 de Yann, et qui nous montre qu'en fait, bah, ces exercices-là ont vraiment peu d'impact sur ce type de pathologie-là. Qu'on soit bien d'accord, et je pense qu'à Madémon, on l'est, sur la tendinopathie, on le sait, il faut charger le tendon.
Deuxième exemple qui va être très important, qu'on retrouve aussi, c'est le fameux conflit sous-acromial au niveau de l'épaule et la lombalgie. Donc là, encore une fois, je retire une étude qui parle des haltérophiles et des powerlifters, qui montre que effectivement la restriction de mobilité n'est qu'un facteur parmi tant d'autres. Et que même en améliorant la mobilité chez ces sujets-là, pardon, la douleur peut persister du fait de pas mal de phénomènes de sensibilisation centrale de douleur qu'on va parler tout à l'heure, qui est très intéressant et qui est bien documenté dans la littérature, ou alors de facteurs psychosociaux. Et encore une dernière partie où là, il y a des exemples, encore une fois, qui reprennent sur la lombalgie chronique, chez qui, du coup, on a pu remarquer, toujours sur la population des power et des haltéros, hein, où la douleur reste présente malgré une mobilité qui a été travaillée, qui est adéquate, qui a été, du coup, testée. Et ça, cette étude-là, elle sort de 2024 de Okobat. Donc, c'est une étude de cohorte norvégienne qui analysait le lien entre la douleur, l'handicap, les facteurs psychosociaux. Et donc, on avait quand même, dans toutes ces petites études que je vous ai sorties et toutes les petites pathologies, alors petites pathologies, pathologies, on a quand même, malgré le fait qu'on ait mis un protocole en place, on remarque chez des personnes une bonne mobilité, en fait, la persistance de douleur. OK? Et justement, on va faire la transition vers quelque chose qui va être important. Toutes ces études-là parlent dans la partie de discussion des facteurs psychosociaux et de l'importance de les prendre en compte. Mais Ahmad, du coup, qu'est-ce que c'est que ce fameux modèle biopsychosocial et pourquoi est-ce que il est important de le prendre en compte dans la douleur chez le streetlifter? Eh bien, moi, ce que je dis toujours aux athlètes, c'est que déjà la douleur, c'est un sujet vraiment complexe. Souvent, on a tendance à énormément simplifier le sujet, dire j'ai mal parce que j'ai fait un faux mouvement. Encore faudrait-il définir ce que c'est un faux mouvement. Je pense que toi, en tant que kiné, tu l'entends toujours. Je me suis fait mal au dos parce que j'ai fait un faux mouvement. Souvent. Alors que bah voilà, il y a tout un environnement autour de la personne qui n'est pas du tout adéquat pour effectuer la tâche. Ça peut être, je ne sais pas, transporter des cartons, j'en sais rien, ou voilà, soulever une certaine charge. Ça peut voilà, donc venir de plusieurs facteurs, donc c'est multifactoriel, d'où l'importance de parler du modèle biopsychosocial. Et je pense que le coach aussi doit un peu en savoir un peu plus sur tous ces aspects chez l'athlète. Parce que voilà, quand un athlète il a mal sur un mouvement, souvent je lui explique que tu peux avoir mal aux tractions, mais ça peut venir de tes dips. Tu peux avoir mal aux dips, mais ça peut venir de quelque chose que tu as fait en dehors du street lifting ou en dehors de l'entraînement. Mmh. Donc, il y a le côté psychologique, la relation entre la personne et la douleur, et je pense que c'est vraiment un truc qui n'est pas du tout à négliger. Mmh. Comment la personne aperçoit la douleur, c'est vraiment un point que personnellement, en tant que coach, j'appuie dessus. Voilà, comment tu te. C'est-à-dire, après une séance où la personne a eu une douleur, bah, quel était ton ressenti? Comment toi, tu as appréhendé le reste de la séance? Parce que ça va déterminer en fait beaucoup la suite de la programmation. Donc, si l'athlète, il va faire, et il y en a beaucoup qui vont associer douleur et exercice, douleur et pattern de mouvement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complexe. C'est-à-dire, ils vont mieux éviter, enfin, voilà, anticiper ou éviter qu'on y arrive à ce point-là. Parce que l'athlète, quand il va associer, le système nerveux, le cerveau, il va dire j'ai mal parce que je fais une flexion de genou. Mmh. Je pense que c'est là où il va falloir appuyer. Donc il y a le côté psychologique, le côté social, je sais pas, le stress au travail, le stress à l'entraînement. Des athlètes qui me disent je suis stressé à l'entraînement parce qu'il y a du monde, parce que la séance est longue, etc. Bah, ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et rupture amoureuse, enfin des problèmes de famille, tout ça. Donc évidemment, le coach ne va pas rentrer dans la vie privée de l'athlète, mais s'il n'a pas le contexte, il saura pas
comment agir. Alors finalement, est-ce on doit forcément connaître la raison et l'origine de la douleur? Oui et non, je dirais ce qui est intéressant, c'est de débarrasser de l'athlète de la douleur. Donc, il y OK. a forcément des choses qu'il faut mettre en place. Mais si en même temps, le coach va mettre en place des stratégies, euh, enfin, pour moi, une vision pluridisciplinaire, elle va être importante. Si le coach va mettre du tempo, alors qu'il n'y a rien qui va dans l'hygiène de vie de l'athlète, à un moment donné, ça va continuer à péter de partout. Mmh. Donc voilà, il y a ce côté social et puis bah, biologique, génétique, tout ça. Donc il y a eu pas mal d'études en fait euh, ces dernières années, entre 2007 et même 2023, donc des études plutôt récentes, qui OK. ont montré le lien entre la génétique, la psychologie, les facteurs sociaux et l'apparition de la douleur. Peut-être aussi, et notamment, je dirais, les douleurs de dos. Je ne sais pas si tu confirmes, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le truc, quand tu es stressé, tu as pas mal de gens qui disent «Ah, j'ai mal au dos» ou dans cette région. C'est la somatisation de la douleur et d'ailleurs, ça ouvre une autre parenthèse, dans nous, notre prise en charge en kiné où forcément la douleur lombaire, les lombalgies chroniques, les lombalgies d'ailleurs tout court, chroniques, aiguës, sont très souvent reliées à un facteur de stress qui est, assez énorme et d'ailleurs pas que le stress. Donc si je résume bien par rapport à tout cet aspect psychosocial, biopsychosocial, en vrai, le coach devrait du coup humaniser un petit peu son coaching, Et en oui. vérité. Pour arriver à tenir compte de ces modèles de ce modèle biopsychosocial et donc juste en fait, en prenant compte de ça, on sait que ça a un aspect sur la douleur et on verra tout à l'heure comment on peut travailler forcément, là-dessus. Mais du coup, en fait, c'est ça, hein, donc si je résume bien ce qu'Ahmad nous a dit, c'est que le modèle, en fait, ce modèle biopsychosocial, ça révèle que l'expérience de douleur, elle résulte d'interactions qui vont être complexes entre les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques et les facteurs sociaux. On est bien d'accord? Et oui. D'où ce qui fait que définir la douleur, c'est quelque chose de très complexe. Et du coup, si déjà définir la douleur, c'est complexe, bah, dire que j'ai mal parce que ça, c'est souvent plus complexe. Ça ne veut pas dire on peut pas identifier l'origine d'une douleur, mais Mmh. il y a toujours un contexte à prendre en compte. OK, OK, hyper intéressant du coup, voilà, tenir compte quand même de ce modèle qui est, bah, prenant, qui fait partie de la douleur sur laquelle, ben, du coup, Aman nous a détaillé. Moi, j'aimerais quand même qu'on refasse quand même un léger petit aparté sur la mobilité. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on démonte la mobilité, d'accord? Exactement, c'est ce que j'allais te dire en fait. Mais qu'est-ce qu'on va Oui, faire, Jabir, si je peux pas faire de la mobilité, mais je dois m'entraîner, mais en même temps, je peux pas m'entraîner? ouais, Quelle est la solution miracle? bah, voilà, c'est un peu la question qu'on se pose. Du coup, nous, on n'est pas là en train de vous dire de ne pas faire de mobilité, on est en train de vous dire justement de ne pas vous focaliser que sur la mobilité. C'est différent, c'est vraiment un point de vue qui va être différent. Et c'est donc pour ça qu'on voulait faire ça. Mais bon, moi, je voulais quand même, poser une question à Ahmad. Hem, on sait que la mobilité, ça a un rôle, c'est important, dans Évidemment. le streetlifting. Hem Comment toi, enfin, comment tu vois, en tant que street lifter, comment est-ce qu'on peut intégrer, cette mobilité-là, dans notre routine? Dans notre routine évidemment, en prenant compte de tout ce qu'on a vu avant, le modèle biopsychosocial et cetera. Du coup, comment on le fait? Comment on fait concrètement aujourd'hui pour l'intégrer de façon intelligente, par rapport à toutes les observations qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant? Bah, très bonne question. Donc, tout d'abord, on sait que les séances de street lifting, c'est des séances assez longues. Donc, intégrer des exos, enfin tous les exos de mobilité, ça va juste être contre-productif parce qu'on déjà, on va épuiser notre système nerveux et je pense que c'est un truc qu'on néglige beaucoup. C'est que le système nerveux, il va être sollicité et via les exos de street et via les renfos, mais il ne faut pas oublier qu'il va être énormément sollicité via les exos de mobilité d'ailleurs. Je reviens sur la définition de la mobilité, c'est de la force. Donc quand vous faites de la mobilité, vous faites de la force. Donc ça doit être dur. Et étant donné que c'est dur, bah, c'est épuisant. Moi, je me souviens, à titre personnel, j'ai déjà eu certaines douleurs et des fois, à la fin de ma routine de mobilité, j'étais déjà limite en hypoglycémie.
Mhm. Je vais manger un truc sucré pour commencer ma séance. Mais ça se passait très bien parce qu'il y avait une bonne gestion du volume de la mobilité. Donc, c'est comme en street lifting, c'est comme la programmation en street lifting, bien gérer le volume, la fréquence, l'intensité, la répartition des exercices, la sélection. Alors, peut-être au début, on va privilégier, au tout début de la mobilité, on va privilégier pas mal d'exos, mais il va falloir à un moment donné chercher à réduire, en fait. Euh, et, euh, et en fait, la première chose à faire quand on veut intégrer de la mobilité, je pense que tu seras d'accord avec moi, Jabir, c'est tester. Mhm. Parce que si on dit que j'ai pas la depth au squat, donc je fais ma mobilité de cheville, de hanche, de genou, enfin, rachis lombaire, etc. C'est souvent très bien en fait si on peut, mais jusqu'où on peut tolérer tout ça avec tout ce qu'on fait. On va devoir sacrifier un tout petit peu peut-être des renforts et tout. Probablement aussi un peu de volume sur le street lifting. Alors ça va dépendre de si on a mal, parce que si on a mal, il va falloir sacrifier un peu du côté de street lifting. Mais Mhm. s'il n'y a pas de douleur et qu'on veut intégrer de la mobilité, c'est comme si on a des douleurs, il va falloir d'abord tester et déterminer le maillon le plus faible. On est aussi faible que enfin, aussi fort que notre maillon le plus faible. Donc, si on a une chaîne faible, et ben, à un moment donné, ça va péter. Alors qu'on est fort, probablement, on tolère peut-être la charge, mais il y a un maillon qui euh, Mhm. veut pas coopérer. Donc, c'est important de tester, d'identifier là où il faut vraiment travailler le plus longtemps. Parce que ça veut dire qu'il faut commencer par là et ça va être un travail sur du long terme. Et je pense que les gens l'oublient ça. Je vais travailler 2, 3 semaines et ça doit être réglé. Mhm. Et en fonction donc, de ce que vous faites dans, dans le street lifting, quelles sont vos restrictions articulaires, etc., vos difficultés, vous allez donc sélectionner certains exos. Il faut aussi prendre en compte certains exos. Pour moi, je considère ça essentiel d'avoir des exos de prévention de blessures au sein de la programmation. On ne peut pas tout prévenir, ça c'est clair. Aussi, c'est comme la mobilité, il ne faut pas dire j'ai des exos donc je ne me blesserai pas, parce que quand on va se blesser ou on peut se faire mal, on va tout remettre en question. On va croire que bah, tout était magique dans notre planification. Mhm. Ce n'est pas toujours le cas. Encore une fois, modèle biopsychosocial. Euh, donc voilà, des exos où, par exemple, on travaille pas mal la flexion-extension de poignet parce qu'on voit beaucoup tennis elbow, golf elbow chez les street lifters. Les coiffes de rotateur, ça, si on se blesse aux coiffes de rotateur, c'est Faut le rééduquer, donc forcément, voilà, il y a du travail à faire. évidemment. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais rajouter dans toi, ce que tu considères comme un must-have ou un truc vraiment obligatoire à faire dans le street lifting, en tout cas, à part les exos que tu viens de citer? Euh, des exos peut-être pour des articulations en particulier, tu veux dire Ouais, ou... par exemple. Après, je pourrais compléter évidemment parce qu'on a eu Ouais. l'occasion justement de bosser ensemble, mais est-ce que tu avais d'autres choses peut-être à rajouter là-dessus? Bah là, ça me vient pas à l'esprit à quelque chose de vraiment particulier, mais Ouais, peut-être que quand même, il y a un truc. Et je pense qu'il faut faire un sujet là-dessus. bien sûr, bien sûr. Je pense que tu sais de quoi je vais Ouais, parler. on voit une bonne articulation, on va vous la dire, hein, l'articulation scapulo-thoracique. Mais Et ça, on oui, y reviendra. Je pense qu'on pourra même faire un podcast, voire même une vidéo YouTube sur ça, ouais, tellement il y vraiment, a des choses à dire. c'est Bon, on ferme la parenthèse. Donc, si je vous résume un petit peu ce que Ahmad a dit, du coup, pour toi, le street lifter, il doit quand même faire un bilan, ou en tout cas s'auto-diagnostiquer pour savoir quoi travailler, puisque la mobilité, c'est un travail de force et que ça peut taxer ton système nerveux, système très important, puisqu'il n'est pas à batterie limitée, que tu vas aussi utiliser dans tes mouvements. Donc, possiblement, si tu t'auto-diagnostiques pas, ou en tout cas, si tu ne fais pas les tests qu'il faut, tu vas utiliser trop de mobilité, ou en tout cas, tu vas en faire pas nécessaire, tu vas épuiser ton système nerveux et donc tu peux aussi régresser ou stagner, si je suis bien en raccord avec ce que tu as dit. je voulais Ouais. rebondir sur un mot.
Personnellement, je pense qu'il faut que ça soit fait par un professionnel. Euh, les coachs peuvent avoir un certain levier en fait sur la façon de faire les tests, Mhm, mais il est très simple de biaiser les tests. mhm. Donc, je pense que aussi consulter un kiné justement pour faire les tests, ça va vous faire gagner du temps. Parce que moi, je vois des gens qui se disent, je suis limité par ma mobilité de cheville, donc je focus tout dessus. Alors, soit ils n'ont pas fait le test, soit ils l'ont fait, mais c'est vraiment des choses très, très enfin, négligeables ou Ouais, pas ça n'a pas été énormes. fait, quoi. Ça a été un peu bâclé. Voilà, c'est pas énorme en tant que déficit de mobilité et surtout, ça explique pas tout. Mhm, Donc, c'est pas vraiment évident. Ça veut pas dire que vous pouvez pas vous faire les tests et commencer par là. mhm, Ça montre une démarche proactive en fait, mhm. et c'est l'essentiel. Donc, s'auto-diagnostiquer, oui, je me Oui, oui et renseignerai non. un petit peu plus. Après, on pourrait avoir des standards de tests. Oui. Genre, quelqu'un qui nous dit comment faire et qu'on aurait un standard. Ça peut être intéressant. Des pistes. Peut-être qu'on aura ça dans les mois, les années à venir. Je ne sais pas, je pose ça là. Ok, et du coup, tu parlais aussi du fait d'avoir cette réflexion intelligente de classer et d'avoir cette vision un peu en entonnoir, c'est-à-dire qu'au début, tu vas beaucoup en faire parce que tu en as beaucoup besoin, mais à la fin, tu vas essayer de gérer ça intelligemment. Ok, hyper intéressant parce qu'en vérité, cette vision, allez, tout ce qu'on dit, ça a l'air vraiment super logique en nous écoutant, mais dans la réalité, en fait, quand on a envie de travailler la mobilité, on a envie de tout mettre dessus, on en fait trop, on ne sait pas comment la faire. Et forcément, du coup, on s'épuise et on tape dans des choses inutiles. Et on arrive des fois à des constats où oui, mais de toute façon, ça ne sert à rien de travailler la mobilité, je l'ai déjà fait. Si on n'a pas compris les principes, et encore une fois, je reviens à ce qu'on a dit dans l'épisode 0 ou 1, on n'a pas les principes en tête, mais qu'on n'utilise que l'outil. J'aime bien l'exemple c'est comme dans une recette, par exemple, le sucre ou le sel, c'est essentiel, tu vois. Mais si quand tu vas faire tes crêpes, tu verses tout le paquet de sucre, ta crêpe elle va être dégueulasse, tu vois. Du coup, tu vas pas du tout kiffer le truc. Alors que si c'est extrêmement bien dosé, ben, ça va être trop bon, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu la même chose avec la mobilité. Ok, hyper intéressant ce que tu as dit. Moi, je pense que c'est des choses que les coachs et les athlètes doivent pardon, mettre en place. Alors, on va avancer. Euh, Moi, je voulais reparler effectivement de choses. On avait parlé tout à l'heure de la sensibilisation, pardon, le phénomène de sensibilisation centrale de la douleur. Donc, en fait, tout ce qui va être des mécanismes neurologiques autour de ça. Pourquoi c'est important? Pourquoi j'en parle? Parce que c'est des choses qui font aussi partie du fait que les douleurs persistent et que du coup, nous, on ne s'y attarde pas. Donc là, on a fait un premier volet où on vous a dit en quoi la mobilité en elle-même n'était pas intéressante. Enfin, s'il a travaillé seulement, elle n'est pas intéressante. Donc, de ce que Ahmad a expliqué et des ressources scientifiques qu'on a données, pourquoi le modèle biopsychosocial est intéressant à considérer, et aussi les différents mécanismes neurologiques. Donc là, que je vais légèrement détailler. Non plus, donc, le but, c'est pas de faire un cours sur la neuro, mais au moins de vous expliquer qu'est-ce qui peut être intéressant. Et justement, dedans, il y a des petits mécanismes que Ahmad et moi avons constatés chez tout particulièrement un athlète chez qui ça a bien fonctionné. Et on pourra en parler peut-être rapidement de cette partie-là quand tu verras de quoi je vais parler. Comme ça, on pourra détailler et vous dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé et à quel point ça a pu débloquer quelque chose chez cet athlète qui avait quand même de bonnes grosses douleurs. On y reviendra. En gros, si vous voulez, la sensibilisation centrale, c'est un phénomène, ça représente un mécanisme clé où le système nerveux il va amplifier des signaux douloureux, ok, sans avoir de stimuli périphériques. C'est-à-dire que même si j'ai pas de trauma, même si j'ai pas de choc, entre guillemets, il n'y a pas de raison, entre guillemets, pour que il y ait des douleurs, bah, le système nerveux va amplifier, va sensibiliser tout ça. Donc, ça peut expliquer pourquoi chez certains athlètes, on a une persistance de la douleur alors que la mobilité reste totalement optimale. On est bien d'accord là-dessus. Alors, du coup, quelles sont les approches qu'on peut utiliser, les approches thérapeutiques? Et c'est là, justement, on va pouvoir parler un petit peu de ce qu'on a vu et ce qu'on a mis en place ensemble avec Ahmad et cet athlète-là. On a, par exemple, la première chose, et c'est ce qu'on a mis en place avec Ahmad, l'éducation à la neuroscience ou à l'éducation à la douleur, PNE en anglais, qui montre des effets significatifs sur l'intensité de douleur, sur l'incapacité et sur la catastrophisation. C'est une étude de 2017. Est-ce que
tu peux nous apporter du concret? Voilà, là, j'ai apporté du scientifique. Est-ce que tu peux nous apporter du concret par rapport à ça? Ahmad, toi, comment tu as vécu ça et comment tu l'as vu, en fait? Et oui, c'est un sujet assez, assez large. Je vais essayer Ouais. d'aller à l'essentiel. Euh, on remarque que chez la personne qui a cette sensibilité à la douleur, c'est-à-dire bah, qui peut rendre, enfin, qui considère que un signal douloureux, c'est vraiment un gros danger, son rapport à la douleur va être très très important à prendre en compte. Et alors j'ai pas mal d'exemples en tête, du coup je suis un peu perdu aussi, je sais pas dans quelle direction tu veux qu'on aille Non, pour... est-ce que par exemple, là, tu vois, je parlais du fait que, tu vois, là, il y a une étude en 2017 qui montre que quand tu parles, enfin, quand tu éduques les personnes à la science de Ouais, la douleur, ça diminue en fait le rapport qu'elles avaient par rapport à la douleur, le phénomène de catastrophisation qui pensent que c'est grave. Est-ce que toi, tu as un athlète là en tête qui te vient où tu as pu avoir cette méthode-là où tu expliques un petit peu les phénomènes de la douleur et chez qui tu as vu un changement concret, genre par exemple, je sais pas moi, semaine 2 il avait super mal, tu mm, prends un part, tu lui fais un retour, tu lui parles, et semaine 4 il te dit, bah, je sais pas, depuis que j'ai intégré ça, ouais. Bah ça c'est oui. En fait, on va carrément probablement faire une vidéo YouTube sur l'athlète en question. mhm, Ouais, Après, je pense aussi ça dépend du caractère de la personne. mhm, Si la personne elle est très réceptive à tout ce qui est bah, explication et tout, mhm, elle trust the process. Et en fait, je pense que ça, c'est ultra important pour guérir de quelque chose ou pour avancer dans certaines directions. Si on ne fait pas confiance à 100% au plan, ça peut pas fonctionner. mhm. Donc, la personne, enfin, l'idée que j'ai en tête, c'est justement quelqu'un qui est passé en 1 ou 2 semaines, en fait, d'une douleur assez importante, 6 ou 7 sur 10 Oui, à quasiment 2 ou 1 sur 10, ça dépend de pas mal de choses. On a remarqué que cette douleur, elle peut aussi euh, réaugmenter selon les facteurs sociaux voilà. qui étaient très, très présents en fait, dans une période. Donc, pendant les vacances, je me souviens, la douleur, elle a énormément rechuté. Après les vacances, il y a eu une augmentation de stress et beaucoup de responsabilités pour la personne. Du coup, la douleur, elle a réapparu, sachant qu'on était en semaine 1. Donc, vers la fin du bloc, zéro douleur. Semaine 1, semaine 2, une réaugmentation de la douleur. Donc, ce qui est bien, bah, c'est que le coach et l'athlète et le kiné, à trois, on peut réagir assez vite. Peut-être que tu voulais Bah, aussi... du coup, toi, à la base, ce que je voulais savoir, c'est l'application concrète. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour que ça diminue la douleur, tu vois? Genre, là, on parle de, OK, éducation à la douleur. Vas-y, concrètement, c'est quoi, genre? Qu'est-ce que je vais dire à l'athlète ou prendre le retour d'expérience? Qu'est-ce que tu as expliqué à cet athlète dans ce genre de technique-là qui a fait que ben, ça diminue la douleur? Quand je parle de la technique, là, je parle de surtout la technique dont on parle, donc le PNE, l'éducation à la science de la douleur, hein, je précise. Ouais. Ben, je pense que dans ce contexte, ce qui est important, c'est d'avoir des retours de l'athlète. Donc, évidemment, au niveau de la prog, il va falloir revoir certains paramètres comme le volume, l'intensité, la fréquence. Donc, ce qui était assez important, enfin, ce qui était assez comment dire, euh, surprenant, mais Mhm. positivement, Mhm. c'est qu'on n'a même pas dû énormément désentraîner l'athlète. OK. Il a gardé une certaine intensité, une certaine fréquence et un certain volume parce que bah, il faut préparer toujours la suite en fait. Évidemment, au début, il y a eu une baisse de volume pour retolérer l'athlète à la répétition en fait. Et Mhm. donc, il y a eu pas mal de travail de ce côté-là. Il y a eu aussi le travail psychologique, c'est-à-dire bah, récolter son feedback. Comment tu ressens les choses? S'il a des douleurs, qu'il m'explique un peu plus en détail, bah, qu'est-ce que ça représente pour lui sur l'instant T? Comment il arrivait à être focus? Parce que tu peux perdre ton focus
et du coup faire n'importe quoi aussi, et du coup, alors ça veut pas dire que ça va intensifier la douleur, mais ça peut le faire, parce que si tu te sens moins à l'aise, tu vas dire: «J'ai mal, je suis moins à l'aise», ton système nerveux, il va te dire: «J'ai encore plus mal». Mhm. Donc c'est vraiment un contexte qu'il faut prendre en compte, c'est des datas à récolter et voilà, être à l'écoute, énormément. Très bien. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu as dit, c'est la croyance de la douleur. Comment est-ce qu'elle se le représente et le fait de poser la question sans toujours vouloir donner une solution. Je trouve que déjà, au moins, tu as comment est-ce qu'il se représente. Et donc, comme tu dis, tu récoltes la data pure. Ça te permet ensuite, toi, d'avoir vraiment tous les composants plutôt que direct d'aller influencer, de dire non, mais tu vois, tu questionnes pas l'athlète, du coup, tu récoltes tout simplement ses croyances. Ça, c'est hyper intéressant. Bon, bah, sur ce volet-là, effectivement, ça fait partie d'une des applications thérapeutiques, des approches thérapeutiques au niveau de la gestion de la douleur dans ce phénomène de sensibilisation centrale. On en a parlé. Deuxièmement, il y a la thérapie cognitivo-comportementale. Bon, un mot bien barbare, pas grand-chose. C'est simplement modifier, voilà, c'est juste modifier des schémas de pensée qui sont négatifs et des croyances qui sont erronées sur la douleur via des stratégies concrètes. Donc, il y a du travail sur comment on identifie la douleur, il y a le travail sur comment on identifie les pensées. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose dessus, Ahmad? Sur le TCC, de toute façon, on en a fait aussi un peu avec Mmh. la tête en question. Oui, Donc voilà. il y a pas mal de choses sur, la technique de TCC, enfin, voilà, c'est quelque chose, je vous invite un peu à Ouais, regarder ça. Vraiment, c'est c'est pas bien documenté et ça marche dans beaucoup de pathologies, j'ai envie de dire presque toutes les pathologies. On a aussi, selon la littérature, quelque chose qui est hyper intéressant qui s'appelle, enfin, qu'ils appellent l'exercice thérapeutique gradué, le contrôle moteur. En fait, c'est pour le fait d'utiliser le mouvement pour restaurer les capacités du corps. Bon, ça paraît vague, mais tout en entraînant le système nerveux à percevoir ces mouvements comme sûrs. ouais, OK? c'est ça. C'est ça Ça, le ouais, voilà. C'est vrai que, on aurait peut-être dû commencer quelque part là, c'est que étant donné que c'est le système nerveux qui envoie le signal, douloureux, ce qui est important et ça c'est quelque chose que je pense le coach doit l'expliquer aussi à son athlète quand il est blessé, c'est de lui dire: «On va envoyer un message à ton système nerveux comme quoi ce que tu es en train de faire», surtout si on fait un changement de technique. Parce que faut pas oublier quand la personne, elle va avoir une douleur, on peut faire un changement technique, moins descendre au squat, moins voilà, faire Mmh. des petits trucs. C'est des petits trucs en fait qui vont normalement pas impacter négativement la personne, mais on a des profils psychologiques très différents. Donc, si la personne a la peur de faire quoi que ce soit sur le mouvement, on a Mmh. besoin de lui expliquer. Bah déjà, on va mettre ton système nerveux en sécurité. On va lui dire que ce que tu es en train de faire, c'est sécuritaire. Peut-être que tu voulais compléter sur. Bah, justement, c'est tout ce que tu dis, en fait, c'est ça. Et puis en application concrète, en fait, comment ça se fait? Ça se fait sur des exercices qui vont être personnalisés, comme l'a dit Ahmad, où tu vas faire des petits incréments, d'accord? Et ce que dit la littérature, c'est qu'au niveau de tout ça, c'est d'avoir surtout des exercices où la personne se concentre sur la qualité du mouvement. Ouais, Et justement, ça passe du coup par des exercices qui vont être lents. Donc oui, c'est relou à faire, on va pas se mentir. Mais par contre, tu vois, ça permet de retravailler un pattern qui peut-être était traumatique, était associé à un risque chez l'athlète. Tu vois? Donc ça, c'est hyper intéressant. Tu as plusieurs autres techniques, dont une que je vais en parler qui s'appelle l'intervention de pleine confiance. Ils appellent ça le mindfulness. Donc en fait, c'est la capacité à développer et à observer les sensations euh, qui accompagnent ta douleur sans jugement, juste de l'observer. D'accord? Et ça, on l'a fait par exemple avec la tête en question. Donc une des techniques qui s'appuie sur ça, une imagerie motrice, c'est masse avec motrice. des consignes supplémentaires, du coup, qui font que la personne voilà, apprécie ce qui se passe, l'analyse en tant que telle, et il y a pas de ça me fait c'est grave, et cetera. C'est je fais ça, je vois qu'il se passe ça et je constate. Bon, après, il y a d'autres stratégies. Il parle de stratégies d'autogestion. Il parle aussi d'approche pharmacologique. Bon, ça, c'est dans des cas très spécifiques. Là, on a des cas plutôt élevés. On a la chance d'être dans un sport où les blessures, des fois, ne sont pas très, très graves. D'accord? Sauf dans certains cas particuliers. Donc, on est peu ou pas dans le fait d'avoir des approches pharmacologiques avec des gros médicaments, entre guillemets, qui sont mis en place. Effectivement, il y a un dernier truc dont on a parlé, parle depuis le début, c'est forcément les approches multidisciplinaires.
qui font partie des techniques qui permettent de jouer sur cette sensibilisation centrale. En fait, le fait d'associer plusieurs approches dans une stratégie qui est cohérente, qui est personnalisée, bah, en fait, ça permet de mieux gérer tous ces facteurs psychologiques, sociaux, etc. Et donc, concrètement, ça permet de remettre au centre la personne qui se sent accompagnée par plusieurs professionnels. Et ça marche bien, ça marche très, très bien dans ces phénomènes-là. Voilà ce que j'avais à dire sur la sensibilisation centrale. Est-ce que, Ahmad, tu voulais qu'on transitionne sur quelque chose de... Bah, je pense qu'on a fait déjà le tour dans ce podcast. On a abordé pas mal des choses. On a d'abord démonté un peu la mobilité pour ensuite dire que bah, c'est quand même important, mais il y a en fait c'est plein de choses à prendre en compte. Donc on peut peut-être déjà conclure. Oui. Vous voulez rajouter des choses? Voilà. Pour moi, Non, rien à ajouter. Je pense on a balayé pas mal de choses. Donc, je pense qu'on peut partir on peut partir sur la conclusion de ce fabuleux podcast. eh bien, merci beaucoup, Jabir, pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et j'espère que enfin, on espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a apporté des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit dans la section commentaires, mais aussi sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas aussi de nous soutenir sur la chaîne Live Talk en s'abonnant, en likant et en commentant. De nous proposer aussi des sujets qui vous intéressent, hein. Moi, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi développer l'émission. Et puis, pour toute question et renseignements sur les coachings et les services, je vous invite de vous renseigner sur la page Live Trainer, passer par les liens euh, en bio, ou d'envoyer tout simplement un message sur le compte Live Trainer. Et nous, bah, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous écoutez le podcast, et on vous dit à la prochaine. Salut! Yes. Salut. Ok. Et comment